Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. À la une de l'actualité ce soir, le Grand Prix de Formule 1 grande star de cette semaine en principauté. L'événement est l'un des plus importants en termes de retombées économiques. Le secteur de l'événementiel est par exemple grandement mobilisé. Jean-Christophe Goethals en témoignera sur notre antenne. Les carabiniers du Prince passent au look d'été, ils ont troqué leur uniforme bleu hivernal pour un blanc de saison. L'AS Monaco Rugby fait un pas de plus vers la Fédérale 1. Les Monégasques se sont qualifiés pour les huitièmes de finale hier face à Saint-Priest et nous y étions. Nous avons également suivi le dernier match de championnat de l'AS Monaco avec les supporters du club de la Principauté. Une saison qui s'est clôturée par une victoire 4-0 face au FC Nantes. Et puis ce soir, vous en saurez plus sur Pier Paolo Pasolini. Le cinéaste italien assassiné en 1975 est au cœur d'une exposition proposée par le nouveau musée national de Monaco à la Villa Sodre. Je vous le disais en titre, dernière ligne droite avant le Grand Prix de Monaco. Ce week-end, la Principauté se métamorphose encore un peu plus pour accueillir les écuries et les monoplaces qui vont investir le circuit dès le milieu de semaine. Ceci aura forcément un impact sur vos conditions de circulation et de stationnement. Ce jeudi, par exemple, l'accès au circuit sera fermé à partir de 7 h jusqu'à la fin des épreuves. Des sens uniques seront également instaurés, tout comme des doubles sens, comme dans les rues Grimaldi et Notari. Et le Grand Prix de Formule 1, mais aussi les courses annexes seront à suivre en direct sur Monaco Info. Des séances d'essai de la Formule 3 et la Formule 2 jeudi, au Grand Prix dimanche, en passant par la Porsche Super Cup. Monaco Info se mobilise pour que vous soyez au plus près de cet événement. Avec aux commentaires Christophe Paco, Frédéric Elion et Franck Phillips. Et sachez que demain, nous aurons l'honneur de recevoir Charles Leclerc dans notre JT. Le Monégasque nous a accordé un entretien dans lequel il reviendra notamment sur son sentiment de piloter à la maison et ses objectifs à Monaco. Le Grand Prix est incontestablement l'événement où il faut être chaque année. Il attire des milliers de visiteurs, ce qui fait de lui l'événement le plus important organisé en Principauté en termes de retombées économiques. Durant cette période, de nombreux secteurs sont mobilisés. C'est le cas de celui de l'événementiel qui se plie en quatre pour proposer des offres inoubliables à sa clientèle. Jean-Christophe Goethals, directeur de Just In Limited, est notre grand témoin ce soir. Il est interviewé par Julia Vial. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Quels sont les événements que propose d'organiser Just Unlimited? Alors Just Unlimited, on est essentiellement une organisation d'événements privés, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de mariages, de soirées, d'anniversaires, de dîners de gala. On fait pas mal d'événements aussi pour la Fondation Princesse Charlène. Normalement, depuis 2017, on a la chance de coordonner leurs événements importants, tels que leurs anniversaires, le Waterbike Challenge ou encore les compétitions de golf. Et puis, on a toute une panoplie de clientèle privée qui nous fait confiance depuis des années pour organiser leur mariage, leur fête d'anniversaire ou autre. Chaque fois qu'une occasion est bonne pour faire la fête, en général, ils font appel à nous pour mettre tout ça en musique. Des événements sur mesure, vous venez de le dire, notamment lors du Grand Prix de Monaco qui aura lieu lors du dernier week-end de ce mois de mai. On le sait, c'est the place to be pendant cette période. Que veulent finalement précisément vos clients ? Alors, nos clients veulent pas des choses qui sont assez différentes chacun. On a des clients qui accordent plus d'importance à l'emplacement pour avoir un overview qui est assez impressionnant, comme vous le connaissez à Monaco, quand on est sur des terrasses qui sont situées sur la ligne de départ dans des étages élevés. On a des clients qui ont envie d'être plus proches des voitures dans des étages qui le sont, donc qui sont au premier, deuxième ou troisième étage. On a des clients aussi qui accordent plus ou moins d'importance sur l'aspect hospitality. Et donc c'est pour ça que nous avons une formule qui a pour but de répondre au maximum de nos clients, surtout par rapport à leur budget. Et donc on va avoir des hospitality qui vont osciller en termes de prix et en termes de qualité de prestation pour que chacun puisse y trouver son compte. J'aimerais savoir également d'où viennent principalement ces clients, des États-Unis, d'Asie peut-être ? Des Asiatiques, nous n'en avons pas tellement. On a une forte clientèle locale. On a pas mal de clients effectivement qui viennent de l'étranger, de l'Europe et pas mal d'Angleterre. On a aussi des clients locaux qui souhaitent faire des hospitality afin d'inviter leurs clients, leurs amis pour célébrer la Formule 1 qui est au rendez-vous chaque année à Monaco. Vous vous trouvez justement en ce moment même sur l'une des terrasses que vous proposez à vos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors c'est une des terrasses que nous exploitons pendant le Grand Prix. On va s'occuper ce week-end de faire l'ensemble de la préparation de l'appartement pour pouvoir accueillir justement les 25 personnes qui seront là dans le cadre du Grand Prix de Formule 1, qui sont là pour les 3 jours. Et du coup, cette terrasse offre une vue qui est vraiment panoramique, parce qu'on voit, comme vous pouvez le voir derrière moi, entre 70 et 75% du circuit. On est situé juste au-dessus de la ligne de départ. On voit parfaitement Sainte-Dévote, la montée d'Ostende, la sortie du tunnel, la piscine, les chicanes. Donc l'endroit est rêvé pour pouvoir vivre une expérience magnifique. C'est vrai que le Grand Prix de Monaco booste incroyablement le secteur de l'événementiel à Monaco. Voilà, comment ça se retransmet pour vous? Quel est votre planning ces derniers temps? Si on peut espérer avoir un planning, c'est vrai que là les journées sont très très longues parce que forcément il faut tout préparer. On sait que d'un point de vue logistique, la préparation en amont est extrêmement importante pour que nous puissions livrer le matériel dans l'ensemble des appartements, faire les déménagements et les aménagements du coup. Donc c'est vrai que les plannings sont fort chargés, et en plus de ça, dans notre métier, on est toujours confronté à de l'imprévu. Donc tout ce qu'il fallait anticiper en amont doit être fait afin de pouvoir avoir un peu de temps, on l'espère en tout cas, pour les imprévus de dernière minute. Et est-ce que vous sentez d'ores et déjà que cette édition 2024 sera encore plus exceptionnelle que les autres, alors que nous sommes à quelques jours du début de l'événement? C'est vrai que là, l'excitation, elle est là. Les gens sont impatients, beaucoup de demandes sont en cours. Nous avons encore de la disponibilité sur quelques-unes de nos terrasses pour les retardataires, on va dire, ou les personnes qui aiment le last minute, parce que ça c'est quelque chose auquel on est très fortement confronté ces derniers temps. Les gens se décident de plus en plus tard. Je sais qu'il y a encore de la place aussi dans les établissements hôteliers de Monaco, de la Principauté. Donc voilà, on est là, on est prêt à répondre à toutes les demandes, et en fonction du laps de temps qui nous sera laissé par nos clients, on essaiera de trouver la meilleure expérience pour eux. Dernière question, c'est vrai que Monaco fait partie des spots incontournables en matière d'événementiel. La Principauté est-elle un terrain de jeu incroyable pour les boîtes d'événementiel? Monaco est un endroit vraiment privilégié pour les événements. Monaco est connu dans le monde entier. La Principauté, on a plus de publicité entre guillemets à faire pour son accueil et cette richesse que nous avons la chance d'avoir. Donc vraiment, Monaco est un endroit parfait et un terrain de jeu adéquat pour le monde entier, afin de pouvoir venir se retrouver en Principauté, passer du bon moment, profiter de cette météo estivale que nous avons la chance d'avoir, et du coup voilà, on est vraiment ultra chanceux et privilégié de pouvoir être là, et c'est quelque chose dont il faut être conscient tous les jours. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info, et bonne chance évidemment pour tous ces événements qui vous attendent pendant le Grand Prix de Monaco. Merci beaucoup Julia. C'est un changement qui n'est pas passé inaperçu. Peu avant midi aujourd'hui sur la place du Palais, les carabiniers du Prince ont troqué leur uniforme bleu hivernal pour leur tenue blanche estivale. Un moment qui a lieu une fois dans l'année, le lundi précédant le Grand Prix. Justin Hadel et Thomas Deus sont allés à la rencontre de Martial Pied, chef de corps de la compagnie des carabiniers du Prince, pour lever le voile sur l'histoire de ce changement de tenue qui remonterait au début du siècle dernier. Ça a été initié par le prince Albert Ier, déjà ce changement de tenue, donc c'est traditionnel. Pour les carabiniers, c'est vrai, et surtout pour les touristes, parce que c'est aussi un événement touristique. Donc ce changement de tenue, ça permet de s'adapter à la saison. Aujourd'hui, le temps est de la partie, donc ça justifie le passage en tenue d'été. La prise de la tenue d'été est toujours le premier week-end avant le Grand Prix, c'est immuable. Malgré les conditions météo. En revanche, le passage en tenue d'hiver, depuis quelques années, a tendance à être repoussé. L'année dernière, on est passé en tenue d'hiver le 6 novembre, alors qu'avant, c'était effectivement mi-octobre, fin octobre. Donc ce sont vraiment les conditions climatiques qui nous imposent ce changement de tenue. Mais pour l'instant, la fête nationale se fait toujours en tenue d'hiver. Donc effectivement, on pourrait se demander si avec le changement climatique, si un jour, on pourrait faire en tenue blanche la fête nationale. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et puisque l'on parle de la compagnie des carabiniers du Prince, sachez que le commandant supérieur de la force publique, Tony Varro, est l'invité de Geneviève Berthy dans Monaco Info, le podcast. Il est rejoint par l'entrepreneur monégasque Thierry Magny, fondateur de Stage Vélo et oncle de Charles Leclerc. Ces deux entretiens sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute sur Deezer, Ocha ou encore Spotify.
En tennis, Valentin Vachereau a passé le premier tour des qualifications de Roland-Garros en éliminant Gabriel Debru. Mené dans la première manche, le joueur de la Fédération monégasque de tennis a su renverser la vapeur pour finalement s'imposer 4-6, 6-3, 7-5. Il sera opposé demain à un autre Français, Enzo Couacaud. Victoire également de l'AS Monaco Rugby dans un match déterminant pour la montée en Fédéral 1. Opposé à Saint-Priest, les joueurs de David Bolgashvili devaient impérativement l'emporter, eux qui restaient sur une défaite au match aller. Théo Schumer, Justin Hadel et Lionel Bernardi reviennent sur ce succès précieux. Après leur défaite le 12 mai dernier sur le terrain de Saint-Priest, les rugbymen de Monaco avaient encore un gros effort à fournir pour accéder aux 8e de finale. La victoire était primordiale, mais pas que. Ils devaient inscrire au moins 8 points de plus que leur adversaire en plus de leur victoire. Avec le soutien de leur public, à domicile, les Monégasques ont réussi leur pari, haut la main. Durant le match, Monaco ouvre le score et garde largement l'avantage. Les hommes de Saint-Priest manquent plusieurs occasions de rattraper leur retard face à des joueurs qui ont retenu les leçons du match aller. Il y avait beaucoup de tension parce qu'il fallait qu'on se rattrape du match aller où on avait très déçu. Après, on a quand même un petit peu d'expérience dans ces matchs aller-retour. Il faut beaucoup de lucidité. On sait très bien que ça se joue sur 2 manches. Donc il fallait qu'on se rattrape. C'est un groupe très exigeant. Et les matchs à domicile nous ont réussi. Donc on est fiers des mecs. Malgré quelques difficultés notables, les hommes du Rocher s'en sortent 38-13. Un bilan positif pour leur entraîneur. On était quand même un peu confiants mais à la fois très prudents parce qu'on avait quand même 8 points à rattraper et dans ces matchs-là plus souvent si l'équipe adversaire marque, on se met de suite la pression. Du coup on a réussi à marquer premier, on a enchaîné un score, voilà, tout est positif, on a pris bonus offensif, on s'est qualifié, les joueurs ont fait le job. Le seul bémol que voilà, il a eu beaucoup de cartons et on a perdu beaucoup de joueurs sur le terrain. C'est le bémol pour la suite, mais pour aujourd'hui, on a fait le job. L'AS Monaco Rugby atteint donc les 8e de finale de Fédéral 2. Il leur reste à présent 2 matchs, un aller et un retour pour tenter d'accéder au quart de finale. Car oui, accéder au quart de finale les qualifierait automatiquement pour la montée et donc enfin la Fédéral 1. Mais avant toute qualification, rendez-vous dimanche prochain à domicile pour le match aller face à l'US Nantua. En football, l'AS Monaco clôture sa saison par une victoire. Dans un match sans enjeu, les Rouges et Blancs se sont largement imposés face au FC Nantes, 4-0 dimanche au Stade Louis II. Dauphins du Paris Saint-Germain, ils disputeront bien la Ligue des Champions l'année prochaine. L'heure était donc à la fête hier soir avec près de 10 000 supporters au rendez-vous. Parmi eux, la vingtaine d'antennes du club de supporters de l'AS Monaco, venus de France et de l'étranger, mais aussi les Ultra Monaco qui célèbrent cette année leurs 30 ans. Le reportage de Justin Hadel sur des images de Lionel Bernardi. Il y a du monde sur le parvis du stade Louis II. 1h30 avant le coup d'envoi, la foule est massée devant le camion du Monaco Kids Tour. Magnès Akliouche donne une séance de dédicace. De pouvoir les voir proches, vraiment créer un lien entre guillemets avec les joueurs, c'est sympa. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Du coup, ça permet d'avoir le visu avec les joueurs. Nous, Ultra, on a la chance de l'avoir, mais pas tout le monde, donc je trouve que c'est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est gentil parce que c'est une ville conviviale, Monaco. Donc c'est bien de mettre ça en place, ça ramène du monde pour les matchs. En plus, dernier match de la saison, c'est bien qu'il y ait de l'ambiance. Monaco, ils ont fait une bonne saison, ils sont en Ligue des Champions, donc voilà, moi je trouve qu'ils ont fait une bonne saison et en plus c'est sympa de faire ça de la part du club. Si le dernier match de la saison attire de nombreux spectateurs, c'est surtout car les ultras du club fêtent leurs 30 ans. Tous veulent voir du spectacle et sont là pour en profiter. On est content de cette bonne fin de saison et puis plus qu'à attendre l'année prochaine. À chaque fois on se retrouve vraiment à l'extérieur et on voit qu'il y a une grosse communauté, ça fait toujours plaisir de voir des gens se promener avec le maillot un peu partout. On se retrouve un peu partout, quoi. On est volatile. Nous on fait partie de l'antenne d'Albertville, de Savoie. On a fait 700 km, on est arrivé ce matin. On est 60, on va mettre le feu avec les ultras. Ce match est aussi l'occasion de réunir toutes les antennes de supporters présentes partout en France et même à l'étranger. Ils sont une vingtaine. Initialement, ils se réunissent tous lors du dernier match de l'année civile et le dernier de la saison. C'est important parce que c'est quand même les 30 ans des Ultras Monaco aujourd'hui. Et c'est aussi le match des antennes. Donc moi je suis le président d'une antenne qui est assez importante. On est 142 membres cette année. On a fait nos 10 ans cette année. Et pour nous, c'était vraiment important que le dernier match, on se réunisse pour fêter cet anniversaire et pour qu'on soit tous les supporters ensemble
sur ce dernier match. Pour eux, c'est bien plus qu'un rassemblement afin de supporter leur équipe. C'est une forme de grande réunion de famille. C'est déjà la famille puisque c'est nos familles à nous qui nous donnent la passion. Et après, effectivement, oui, on est une grande famille et on est content des supporters de Monaco. On n'est pas nombreux, mais voilà, on fait une force de ça. Ils ne le savent pas encore, mais leur équipe s'imposera 4-0 face au FC Nantes. La fête, présente avant le match, se poursuivra toute la nuit. Coup de projecteur à présent sur l'exposition proposée à la Villa Sauber. Le nouveau musée national de Monaco a souhaité mettre en lumière Pier Paolo Pasolini, assassiné en 1975. Il était un immense cinéaste, mais aussi un remarquable écrivain. Il a fasciné comme il a divisé. Cette exposition est donc l'opportunité d'en savoir plus sur son œuvre, ses influences et son processus de création. Visite guidée avec Alban Gingembre. Génie, c'est le mot qui revient pour définir Pasolini et ils sont nombreux à admirer son travail. Je suis assez marqué par son souci de donner la parole aux autres, son souci que l'art ne soit pas au-dessus mais vienne vraiment de tout le monde et pour tout le monde et en même temps avec une grande exigence et une acuité absolument géniale. C'est un monument, donc je ne peux pas m'attaquer à un génie pareil, du coup je voulais m'en inspirer, mais je n'avais pas la prétention j'allais pas refaire l'évangile selon saint Matthieu. Le cinéaste italien aux multiples casquettes a inspiré ces deux artistes à plusieurs niveaux. J'ai travaillé sur l'évangile selon saint Matthieu et je voulais travailler sur le personnage de la Vierge dans ce film qui est une villageoise toute simple, qui est enceinte, donc du coup c'est Vierge Marie, et qui est vraiment en fait magnifiée par le regard de Pasolini. Du coup j'ai repris toutes les constructions d'images, en fait, tous les cadrages dans lesquels elle apparaît, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Je suis allée tourner dans les Pouilles, pas loin de là où a été tourné le film. J'ai voulu faire expérimenter une situation qui est la situation de rumination et de pensée qu'on peut avoir à la lecture des textes de Pasolini. Donc un jeune promeneur se promène dans un Rome d'aujourd'hui avec les mots de Pasolini et dérive comme ça. Et vous pourrez dériver dans cette exposition jusqu'au 29 septembre. Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Bonsoir Christine Datomel, vous avez décidé de mettre en valeur ce soir un établissement récent qui a déjà trouvé sa clientèle. Oui, ouvert depuis le mois de janvier, le Délit Robuchon Monaco vous accueille ici avenue Saint-Laurent. L'établissement vous propose de prendre à emporter ou alors de déjeuner sur place ou de prendre tout simplement l'apéro ou encore son petit déjeuner. Ici, vous allez le voir, la tradition de Joël Robuchon rime avec le savoir-faire et la qualité. On garde l'idée de chef, le héritage et toutes ces idées et de cuisine française. Mais en fait, on développe en termes que c'est déjà 2024 et en fait, il faut bien aller en futur, on peut dire. Donc ça, c'est côté restauration, épicerie, boulangerie, pâtisserie. Donc franchement, il y a tous les côtés qu'on ferme et on est bienvenus là-bas. Alors, quel était l'état d'esprit justement du chef Robuchon et que l'on peut retrouver ici ? Alors forcément, c'est quelques idées de lui, déjà Délit, il a bien aimé les comptoirs, les idées d'un peu de trucs de partage. Donc ici au Délit, on essaie de faire, par exemple, quand les gens viennent, ils prennent quelque chose, il y a les deux, par exemple, nous et vous, on vient ici, on mange quelque chose, on prend un plat et c'est à partager. Il y a plein de trucs bons et forcément on change beaucoup de choses aussi, donc c'est toujours pas pareil. On suit la saison. Le chef, il essaie de changer la carte assez souvent. Donc, par exemple, il y avait, et maintenant il y en a, c'est veau marengo, ces trucs magnifiques, bien sûr à partager, prend sur place, à emporter, ou bar méditerranéen, magnifique, franchement. Les produits, tous les produits sont frais ? Bien sûr, oui. Et c'est les produits locaux, comme chef Robuchon elle a dit un jour que c'est les meilleurs locaux. Donc voilà. Et puis dans l'année à venir, la maison ouvrira 2 autres lieux, toujours avec le même esprit, l'esprit Joël Robuchon. Vous allez le voir, si le concept est identique, les lieux seront cependant différents. Alors un établissement ouvrira rue du Portier et puis le second est tenu encore secret. Justin Radel nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Bonsoir Justin, dites-nous tout. Est-ce que le soleil sera de retour demain en Principauté ?
Bonsoir Émilie. Et oui, le soleil sera de retour en principauté pour ce mardi, mais attention, cela ne va pas durer, donc profitez-en. Le soleil sera majoritairement présent avec quelques passages nuageux. Il fera chaud, 16 à 24 degrés, on sent l'été se rapprocher. Heureusement pour nous, le vent sera lui aussi présent et viendra légèrement adoucir la lourdeur de l'air. Pensez aussi à vous protéger du soleil car l'indice UV devrait être de 7 et si l'envie vous prend d'aller piquer une tête, ce serait compréhensible vu la chaleur. L'eau, elle, affichera les 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 20h56. Demain, nous serons le mardi 21 mai et nous fêterons les Constantins. Merci Justin pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir été fidèles en ce lundi de Pentecôte. On se quitte en photo avec un week-end gagnant pour les sportifs de la Principauté, volley, rugby, foot. Ils ont tous brillé dans leurs disciplines respectives et auront fait honneur au maillot. Photo signée ce soir Frédéric Nébinger. Bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.